13h, 15h, Europe 1 Info. Vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info sur Europe 1 avec vous, Kelly Mathias, 14h32, le moment d'accueillir votre deuxième invité, Julien Audoul, député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Soyez le bienvenu. On va commencer par les prix à la pompe avec cette nouvelle initiative du gouvernement, encadrer et même prendre sur les marges des distributeurs. Ça et plafonner ces marges. Ça aurait pu être une idée qui avait vos faveurs ou non, Rassemblement national ? Le gouvernement tente toutes les manœuvres pour éviter de rendre de l'argent aux Français. Et éviter de rendre de l'argent aux Français en baissant les taxes. La seule manœuvre, la seule mesure efficace aujourd'hui pour permettre l'amélioration du pouvoir d'achat et permettre de faire baisser la facture de carburant des Français qui en ont besoin, c'est cette baisse de taxes qui représente 60% du prix des carburants. Nous avons un État qui se gave, qui s'est gavé de 270 millions d'euros depuis le début de la crise en Iran. Cette baisse de taxes que nous demandons depuis longtemps, c'est pas nouveau avec Marine Le Pen depuis la présidentielle de 2022. Nous la souhaitons que cette TVA passe de 20% à 5,5%, c'est-à-dire que les carburants, comme toutes les énergies, deviennent des produits de première nécessité. Mais ça exclut toute autre idée ou initiative ? C'est pas toute autre idée, mais je veux dire, c'est la seule mesure pertinente, crédible et pérenne et immédiate. Je veux bien que le gouvernement soit entêté dans son schéma idéologique, qu'il continue de penser qu'il a raison. Le gouvernement a tort depuis le début. Le gouvernement se gave sur le dos des Français qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Et je le dis sur l'argument débile qui est « ça fait moins de rentrées dans les caisses de l'État ». Quand vous baissez la TVA, quand vous allégez la facture de carburant, vous permettez à des Français de travailler, vous permettez à des Français de consommer, vous permettez à des Français, notamment dans mon département de Lyon, d'aller voir un médecin. Et les médecins, comme vous le savez, sont de plus en plus loin du lieu de vie. Donc c'est pas de l'argent perdu, c'est pas de l'argent qui est dilapidé, c'est de l'argent qui est réinjecté dans la consommation et qui permet à l'économie de tenir debout. Donc nous demandons et nous redemandons cette baisse de TVA, cette baisse de taxes sur tous les carburants, sur toutes les énergies. En tout cas, sur le plafonnement des marges des distributeurs, visiblement, c'est assez difficile à faire. Écoutez Thierry Cotillard, qui n'a pas mâché ses mots. Il est président du groupement Les Mousquetaires et il a vivement critiqué cette stratégie du gouvernement sur le carburant. Il était sur France Info ce matin. Ça devient insupportable de prendre des décisions dans l'urgence, sans concertation avec les acteurs économiques et surtout une décision qui va rien produire. Et j'ai envie même de vous dire ce matin que je comprends que les Français puissent se désintéresser de la politique, parce que là on tombe dans une caricature technocratique, parce que la question c'est pourquoi, à votre avis, l'État fait ça ? La vérité, la triste vérité, c'est que c'est lui qui encaisse l'essentiel de la marge, 53% sur les 2 euros. La triste vérité, c'est que les caisses sont vides et qu'il n'a pas les moyens. Et la triste vérité, surtout, c'est sans majorité, il peut pas décider. Donc qu'est-ce qu'il décide ? On va désigner un coupable. Vous êtes le bouc émissaire, le gouvernement veut faire diversion parce qu'il est impuissant, c'est ça que vous nous dites ? Exactement. Et le seul coupable, c'est le distributeur. Je vous rappelle que dans la chaîne de production, il y a aussi des raffineurs. Les seuls qui vont être contrôlés, ce sont les distributeurs. Alors Julien Audoul, ce qui m'intéresse, et là où je voulais avoir votre réaction et votre opinion, c'est sur ce qu'il dit. Il dit mais tout ça désengage finalement les Français et ça les désintéresse de la politique. Ça donne finalement un piètre spectacle. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord en partie. L'impuissance publique qui est voulue, théorisée et mise en pratique par ce gouvernement depuis maintenant 10 ans, c'est-à-dire on ne peut rien faire, c'est-à-dire c'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir, entretient l'idée que la politique ne sert à rien. Et effectivement, et vous avez un bon nombre de Français, j'en vois dans mon département, qui à un moment donné se sentent résignés et se disent « mais à quoi bon ? Quel que soit le gouvernement, ça ne changera pas. » Avec ce gouvernement, effectivement, ça ne changera pas. Avec ce logiciel, ça ne changera pas. Il faut une autre politique, une autre vision des choses, et nous le disons. On le voit à l'étranger, ça a fonctionné au Portugal, en Espagne, partout en Europe. Les gouvernements ont baissé les taxes. Ils ont baissé les taxes parce que c'est un levier concret, c'est un levier qui permet de rendre de l'argent aux Français. Et très clairement, effectivement, le gouvernement cherche à trouver des boucs émissaires. Le principal responsable, c'est lui-même. Mais est-ce qu'il cherche des boucs émissaires de baisser la TVA. Ou est-ce qu'il attend le plus tard possible, en fonction de l'évolution de la guerre au Moyen-Orient, pour déclencher cette baisse des taxes? Est-ce qu'il y sera obligé finalement peut-être un jour? Qu'en pensez-vous? Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, évidemment. Les crises internationales, le prix du baril ne dépend pas de nous. En revanche, ce ne sont pas les mollahs qui déterminent le taux de TVA. Voilà. Donc c'est le gouvernement, c'est 60 € pour un plein
de 100 €, c'est énorme quand on y pense. Donc rendre cet argent aux Français, alléger la facture, c'est la responsabilité du gouvernement. Et il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais on a énormément d'argent. Là aussi, c'est une mythologie. On est un État très riche qui gaspille énormément. Et quand même, le niveau de la dette. On a fait un plan d'économie de 100 milliards d'euros lors de la session budgétaire. Vous avez de l'argent qui est perdu pour les comités Théodule, pour le train de vie de l'État, pour l'immigration de peuplement. Vous avez de l'argent qui est perdu aussi sur les contributions à l'Union européenne qui ont augmenté de 6 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne peut pas un peu économiser ? Vous avez de l'argent qui est dilapidé chaque année pour la solidarité internationale. Je pense que la solidarité internationale devrait redevenir nationale et on a énormément d'argent à économiser et donc à rendre aux Français. Alors, parlons-en des Français. Ils étaient plutôt contre les ZFE, les zones à faible émission, supprimées hier. Écoutez Yann Boucard, député Les Républicains du territoire de Belfort, qui s'est félicité de cette suppression à l'Assemblée nationale. On crie victoire parce qu'on était opposé au principe des zones à faible émission. Aujourd'hui, dans ce projet de loi simplification, contrairement à tout ce qui a été raconté, elles sont supprimées grâce à un amendement du groupe de la droite républicaine. Évidemment, le principe de la pollution de l'air est un vrai problème de santé publique en France, mais on n'y répondra pas en excluant les plus précaires de nos grandes métropoles. Le Conseil constitutionnel prendra ses responsabilités s'il estime devoir avoir à le faire. Mais nous, en tant que législateurs, aujourd'hui, on a pris nos responsabilités. Je pense que cette victoire, aujourd'hui, c'est une victoire du bon sens. Alors, victoire du bon sens, victoire du peuple, ou victoire des LR, ou victoire du RN? Julien Audoul. C'est la victoire contre cette écologie punitive qui pourrit la vie des Français, contre l'idéologie qui cherche à exclure les Français les plus modestes, puisque c'était le résultat et les conséquences de ces ZFE, zones à faible émission, mais en vérité, zones à forte exclusion. Exclusion de tous les Français qui n'ont pas la possibilité d'acquérir un véhicule électrique, de toutes les métropoles, ce qui est une ségrégation territoriale, sociale, insupportable. Donc c'est grâce aux députés du Rassemblement national qui ont voté contre l'amendement du gouvernement, le gouvernement qui n'avait pas accepté sa défaite, qui voulait une nouvelle fois réintroduire les ZFE dans cette politique. C'est pas par l'exclusion, c'est pas par la stigmatisation des Français qui roulent avec des véhicules thermiques, qui ont des véhicules diesel, qu'on y arrivera. Je rappelle que la France est l'un des pays les plus vertueux du monde en matière de transition énergétique. On représente entre 0,7 et 0,9% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc je pense qu'on a fait les efforts et que les Français ont fait des efforts depuis 30 à 40 ans. Mais très clairement, il faut arrêter de pourrir la vie des automobilistes. Il faut arrêter de vouloir exclure les Français qui ne roulent pas à l'électrique. Il faut arrêter d'augmenter les prix des carburants. Il faut arrêter d'augmenter les taxes. Très clairement, il faut laisser les Français vivre, et notamment dans la ruralité où le véhicule thermique aujourd'hui est indispensable. Alors, le feuilleton de ces ZFE n'est pas totalement terminé, hein, vous le savez aussi bien que moi, Julien Audoul. Oui, et puis il y a surtout le Conseil constitutionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe si finalement cette suppression est retoquée, pour être clair? Ça sera la confirmation que le Conseil constitutionnel va contre l'intérêt des Français, que le Conseil constitutionnel a une vision idéologique des choses, qu'il cherche à l'imposer au vu des parlements, des représentants du peuple. Moi je le dis, les ZFE sont profondément anti-républicaines, anti-nationales, antidémocratiques et stigmatisent et excluent des Français parce qu'ils n'ont pas le bon niveau de revenus et qu'ils ne peuvent pas acheter un véhicule électrique et donc être acceptés dans les métropoles. Mais je veux dire, mais de quel droit on peut faire deux classifications de Français, deux catégories de Français et en exclure certains parce qu'ils n'ont pas les revenus nécessaires? Pour vous, c'était vraiment ce symbole-là, d'une division des Français. Et ça a été vécu comme tel. Cette stigmatisation, cette exclusion, être mis au banc des métropoles, c'est-à-dire être mis au banc de métiers, de formation, de professionnels de santé ou de loisirs ou d'activités, tout simplement, c'est insupportable. La République française, c'est le rassemblement de tous les Français et nous sommes tous égaux devant la loi et on ne distingue pas les Français en fonction de leur niveau de revenu. Il y a les ZFE, il y a le 1er mai, il y a les prix sur le carburant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est à l'aube d'un mouvement qui pourrait renaître? Je pense évidemment aux Gilets jaunes, mais peut-être qu'il pourrait s'appeler différemment. Mais est-ce que vous pensez que là, il y a certaines gouttes d'eau qui commencent à tomber et que bientôt elles vont faire exploser la colère? En tout cas, on est à la fin d'un cycle. On est à la fin du macronisme, ce macronisme agonisant qui aura fait énormément de mal aux Français. Les Gilets jaunes, c'était le début de l'ère Macron. On a été dans un matraquage fiscal permanent
qui a attaqué le pouvoir d'achat des Français les plus modestes, des Français de la ruralité, des Français qui travaillent, ou en tout cas des Français qui veulent travailler. Il est temps que ça se termine, il reste quelques mois, et nous passerons à autre chose. En tout cas, on l'espère, on s'y prépare au Rassemblement national. Oui, alors ça, on va en parler, mais vraiment, je restais sur cette colère. Comment est-ce que vous sentez les Français en ce moment? Est-ce que vous les sentez résignés ou en colère? Il y a de la résignation, mais surtout l'attente. Moi, ce que j'entends et ce que j'observe, c'est l'attente de 2027. Les Français ont bien compris que la situation du pays et leur situation personnelle, leur situation économique, ne seraient réglées qu'avec l'élection présidentielle. J'observe moins de colère qu'au moment des Gilets jaunes, où effectivement, même si le prix des carburants à l'époque était inférieur à celui qu'on connaît actuellement, il y a eu effectivement une certaine forme de résignation, de se dire que l'exemple des Gilets jaunes, les manifestations n'ont mené à rien. Finalement, on a eu un faux grand débat et puis une entourloupe magistrale. Aujourd'hui, effectivement, il y a un grand choix de société, même de civilisation pour l'avenir du pays, qui est l'élection présidentielle, et beaucoup de Français attendent ce moment. Mais avant l'élection présidentielle, il reste un an. Est-ce qu'on a vu là, avec les ZFE ou encore même avec le recul du gouvernement sur le 1er mai, est-ce que ça veut dire que là, pendant un an, eh bien, on croise les doigts et on attend et il ne se passera rien? Non, on prépare. Non, mais d'accord. Mais pour les réformes, pour la vie des Français aussi. Bien sûr, mais je veux dire, il y a encore une vie parlementaire, il y a une vie politique. La campagne présidentielle va commencer au mois de septembre. Oui, mais donc d'ici un an, il ne se passera pas grand-chose. On n'arrivera pas. Le gouvernement va essayer de se maintenir. On aimerait que le gouvernement, à un moment donné, retrouve la lucidité et la lumière. Mais vous le voyez depuis 10 ans, il n'y a aucun changement positif pour le pays. À chaque fois, il y a des effets d'annonce, à chaque fois, il y a de la communication. Mais très clairement, est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu espérer quelque chose d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, et quelquefois de ses faux mea culpa? Non, rien. Donc il n'y a rien à attendre, si ce n'est la fin de ce gouvernement, de ce pouvoir qui a fait beaucoup de mal aux Français. Julien Audoul, je rappelle que vous êtes député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. On marque juste une très courte pause et puis on reviendra, on parlera de ce qui se passe en Espagne. Et puis, promis, on parlera de la présidentielle. À tout de suite. 3h moins le quart, vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. La suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info, c'est avec vous, Clélie Mathias, et votre invité, Julien Audoul, député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Julien Audoul, 500 000 personnes, un demi-million, sont concernées. L'Espagne a lancé même officiellement un vaste plan de régularisation de son papier pour soutenir son économie. Ça va se passer jusqu'au 30 juin, vous y êtes fermement opposé. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous demandez même l'exclusion de l'Espagne de l'espace Schengen. On demande surtout la suspension de l'espace Schengen. Oui, en général. Qui est une véritable passoire. On demande que la libre circulation au sein de l'Union européenne soit réservée aux ressortissants et aux citoyens de l'Union européenne. Et la décision dangereuse, dramatique du gouvernement islamo-gauchiste espagnol fait entrer l'Afrique en Espagne, en fait, et donc l'Afrique en Europe. Les chiffres montrent qu'il y a beaucoup d'hispanophones, et notamment qui viennent d'Amérique du Sud, qui vont être concernés par cette mesure en Espagne. Bien sûr. Et il y aura une très très grande majorité. Et il y aura aussi, comme vous pouvez l'attendre, énormément d'immigrés, de clandestins originaires d'Afrique, que ce soit d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, qui vont profiter de cette autoroute migratoire, non pas pour venir et rester en Espagne, mais pour venir en France, tout simplement, comme c'est déjà le cas par Hendaye, où vous avez une autoroute migratoire avec un certain nombre de clandestins qui passent dans notre pays et qui, encore une fois, vont s'installer en France, vont circuler librement avec les conséquences que l'on connaît. Déjà, nous n'avons pas les capacités de les accueillir, nous n'avons pas les capacités de les loger, de les soigner, et puis il y a un risque pour la sécurité des Français, puisque l'immigration massive génère et entraîne l'insécurité massive. Et le gouvernement socialiste espagnol a répondu en disant que c'était des gens qui étaient concernés parce qu'ils étaient en Espagne depuis longtemps, qu'ils travaillaient, donc ils n'ont pas vocation forcément à partir d'Espagne. Oui, bien sûr, mais c'est toujours la même petite chanson, c'est la mythologie de l'immigration de travail, on connaît tout ça. Le résultat, c'est que c'est pas seulement l'Espagne qui va être impactée, mais c'est toute l'Europe et principalement la France qui est voisine. Donc c'est une décision effectivement préjudiciable et qui est contraire aux intérêts du continent européen.
Souvent, Julien Audoul, on entend le Rassemblement national dire il y en a marre de ces décisions européennes qui s'appliquent dans les pays, notamment dans la France, et on devrait être capable de décider pour nous-mêmes sans que des choses européennes soient imposées. Mais là, l'Espagne nous prouve finalement qu'elle est capable de faire une régularisation massive de 500 000 personnes sans demander l'avis des Européens. Oui, bien sûr. C'est le choix souverain du gouvernement espagnol, sauf que ce choix souverain, compte tenu de l'espace Schengen et compte tenu des règles qui aujourd'hui nous lient avec nos voisins européens, va avoir des conséquences. Et donc nous sommes et nous serons demain perdants avec cette décision qui nous lie d'une certaine façon. Donc nous souhaitons retrouver la maîtrise à la fois de notre politique migratoire, retrouver la maîtrise de nos frontières, pouvoir décider qui peut venir chez nous et qui doit en sortir. Or, dans le système dans lequel nous sommes actuellement, c'est impossible. Il faut bien le dire, puisque nos gouvernements, nos élites nationales ont accepté un certain nombre de décisions qui nous musellent totalement face à ces politiques qui, aujourd'hui, mettent à la fois notre système social, notre système de santé, notre système éducatif et notre sécurité en grand danger. Mais là, l'Espagne n'est pas contrainte par l'Union européenne, en tout cas. Ah mais l'Espagne, encore une fois, prend cette décision. Il faut bien dire qu'elle n'est pas contrainte. Pourquoi ? Parce que les politiques migratoires, l'incitation à l'immigration est une des politiques de l'Union européenne. L'Union européenne, via Ursula von der Leyen, incite à l'immigration massive. Il faut voir d'ailleurs... Récemment, ça avait changé quand même. Ça n'a pas changé. Il faut voir l'utilisation on de dit Frontex. quand même que là, l'Espagne est à rebours de la tendance dans l'Union européenne. Oui, enfin, il n'y a jamais eu d'opposition à la politique migratoire, à l'immigration de peuplement. Regardez sur la relocalisation des migrants, regardez sur le rôle de Frontex, qui n'est pas un mur protecteur, mais plutôt une agence d'accueil pour faire venir les migrants sur le sol européen. Très clairement, on voit que la politique de l'Union européenne est très pro-immigration, alors que les peuples européens, eux, ils le manifestent dans les urnes. Il faut voir un peu partout ce qui se passe, y compris d'ailleurs en Hongrie, puisque l'adversaire de Viktor Orban, qui a été élu, est catégoriquement et farouchement opposé aux politiques d'immigration. C'est le cas aussi pour la gauche au Danemark. Les peuples sont opposés à l'immigration. Les peuples veulent moins d'immigration et vous avez une Union européenne qui veut plus d'immigration. Écoutez, Nicolas Pouvreau-Monti, le directeur de l'Observatoire de l'immigration, sur cette régularisation d'un demi-million de sans-papiers en Espagne. L'état actuel du droit de l'espace Schengen est tel que les pays les plus ouverts en matière d'immigration imposent leurs décisions à l'ensemble de la zone et notamment aux pays les plus restrictifs. Vous l'avez dit à juste titre, les régularisations, les centaines de milliers de régularisations qui vont avoir lieu en Espagne vaudront au titre de séjour et de circulation dans l'ensemble de l'espace Schengen. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, Schengen n'est pas réservé aux Européens. Or, à ses débuts, c'était le corollaire du marché intérieur, c'était la libre circulation des travailleurs européens dans l'espace européen. Aujourd'hui, n'importe quel ressortissant extra-européen, y compris en situation irrégulière, peut se mouvoir librement dans un espace de 4,2 millions de kilomètres carrés s'il a un titre en toute légalité et s'il n'en a pas, sans être soumis à aucun contrôle aux frontières entre les différents États européens. Julien Audoul, j'imagine que vous êtes parfaitement en ligne avec ce qui vient d'être dit. Le gouvernement socialiste espagnol se défend en disant que c'est une mesure économique, justement, pour la main-d'œuvre, pour le travail du pays. Mais le gouvernement espagnol devrait et pourrait effectivement régulariser s'il le souhaite, à condition que nous ne soyons pas tenus par ces engagements-là, à condition que Schengen ne permette pas à ces 500 000 clandestins de venir s'installer dans notre pays, de venir circuler dans toute l'Europe. Il faut quand même mesurer la situation de la France. On a battu des records en titres de séjour en 2025. 384 000 titres de séjour ont été délivrés. On a accueilli légalement, si vous ajoutez les étudiants, si vous ajoutez les demandeurs d'asile, plus de 530 000 personnes légalement. On a environ 1 million de clandestins sur le sol français. On a des départements comme la Seine-Saint-Denis où on n'arrive pas à dénombrer le nombre d'habitants. Voilà, c'est quand même assez grave pour la 7e puissance du monde. Et vous allez ajouter une partie de ces clandestins
qui vont être régularisés en Espagne, qui vont pouvoir venir librement et facilement dans notre pays. Encore une fois, c'est dramatique, c'est une politique que nous condamnons et c'est une politique contre laquelle nous nous opposerons farouchement quand nous serons en responsabilité en 2027. Alors parlons de 2027 puisque ça se prépare dès maintenant visiblement. Il y a 2 semaines, Marine Le Pen a dîné avec bon nombre de chefs d'entreprise et de grands patrons. Jordan Bardella, lui, va déjeuner avec le MEDEF. Ça sera le 20 avril, dans quelques jours. Et, alors c'est un déjeuner qui se fait non seulement avec Jordan Bardella, mais également, si j'ai bien compris, avec d'autres chefs de parti. Il rencontre à 1 an de la présidentielle tous les chefs de parti. Alors évidemment, c'est très symbolique pour le Rassemblement national. Et écoutez Thierry Cotillard, il est président encore une fois du groupement Les Mousquetaires. Il s'est dit prêt à rencontrer Jordan Bardella si l'occasion se présente. Il était sur France Info ce matin. Le RN est un parti représenté à l'Assemblée nationale et pas dans une petite proportion, on parle de 30%. Donc à la question, est-ce que les chefs d'entreprise, est-ce qu'on doit les rencontrer, j'ai envie de vous dire, notre rôle, c'est de rencontrer tout. Moi, à titre personnel, je les ai pas rencontrés, j'ai pas eu l'occasion. Mais pas par principe. C'est pas contradictoire ce que vous dites ? Non, c'est pas contradictoire parce que si l'occasion se présente, j'assumerai de les rencontrer. Parce que je ne suis pas là pour faire de la politique avec eux. Je suis là pour leur dire, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'investisseur, en tant qu'employeur, mes attentes. Alors, qu'est-ce que vous attendez déjà de ce déjeuner avec Jordan Bardella ? Déjà, c'est tout à fait normal. Dans une démocratie, quand vous avez le premier parti de France, le premier groupe à l'Assemblée nationale, un parti qui est dans les sondages en tête du premier tour de l'élection présidentielle et qui peut, dans 1 an, peut-être présider notre pays, c'est tout à fait normal que nous puissions rencontrer les chefs d'entreprise, le MEDEF, les dirigeants syndicaux, quels qu'ils soient, les corps constitués. C'est normal qu'il puisse y avoir des échanges. Voilà, ça ne choque que les gauchistes. Et vous allez parler politique ou comme disait Thierry Cotillard, non, on ne parle pas politique, mais on va faire savoir quelles sont nos attentes. Bien sûr, mais je pense qu'eux, ils attendent de voir quel est notre programme, quelles sont nos propositions et notre vision économique. Et puis nous, on a besoin de les écouter, de voir quelles sont leurs propositions, quelles sont leurs attentes aussi pour l'économie française, pour leur activité, comment ils voient, encore une fois, la situation après 10 ans de macronisme qui a creusé la dette, affaibli la compétitivité des entreprises, la valeur travail. Je pense que c'est très important qu'on puisse avoir ces échanges à l'aube de la campagne présidentielle. Alors ça a été très critiqué à la fois ce dîner, le déjeuner qui va avoir lieu, vous le savez. Ça a été par les adeptes du cordon sanitaire. Oui, en l'occurrence. Mais ce cordon sanitaire, je le dis, ne respecte pas notre vie démocratique. Nous sommes le premier parti de France, nous sommes le groupe le plus représenté à l'Assemblée nationale. Nous serons peut-être demain, je le souhaite, à la tête de l'État. Il est normal, il est légitime. Normalisation, donc. Mais il est normal qu'on puisse discuter avec tout le monde. Parce que nous allons devoir rassembler tous les Français. Nous voulons entendre que ce soit les agriculteurs, que ce soit les taxis, que ce soit les chefs d'entreprise, toutes les catégories de Français. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. À la précédente présidentielle, est-ce que les chefs des entreprises ou des grands patrons avaient eu ces occasions de s'entretenir avec vous ? Certains oui, d'autres non. Et puis les choses évoluent, c'est une bonne chose. Ils voient au fait la situation du pays, ils voient nos propositions, ils nous voient peut-être aussi tels que nous sommes réellement, et pas la caricature qui est dépeinte par certains médias ou par nos adversaires politiques. Moi, je pense que c'est très bon augure qu'on puisse parler à tout le monde. Il en va de l'intérêt du pays, il en va de l'intérêt aussi de notre programme, pour que nous puissions demain redresser la France que nous aimons. Merci beaucoup Julien Audoul, député de Lyon, porte-parole du Rassemblement national. Moi je vous dis à demain à 13h. En attendant, c'est évidemment Romain Desarbres et Marie-Estelle Dupont. Et si on en parlait sur Europe 1. Très bon après-midi. Merci Clélia. Demain et demain matin, Laurence Ferrari reçoit Guillaume Casbarian, député Ensemble pour la République de l'Eure-et-Loire et fondateur du Parti de la Liberté. C'est dans la grande interview Europe 1 CNews que vous écoutez chaque matin dans Europe 1 Matin à 8h10 sur CNews et Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info.